Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la RSG, dans lequel nous allons commenter le second trailer officiel de la première série Star Wars sur Disney+, à savoir The Mandalorian. Euh, Nous reviendrons sur certaines scènes du trailer, mais nous ne ferons pas une analyse plan par plan comme nous l'avons fait pour le troisième trailer de l'Ascension de Skywalker. Nous allons plutôt expliquer de manière générale ce que montrent les trailers et où nous en sommes dans l'univers Star Wars à ce moment-là, et donc une présentation de la série de manière assez globale. Donc comme je l'ai déjà dit, il s'agit de la première série Star Wars sur Disney+, et avec le service de streaming de Disney, Lucasfilm va y mettre les projets un peu différents, ou les ex-spin-offs, tels que le film sur Obi-Wan Kenobi, puisque les spin-offs ont été annulés après l'échec de Solo, et il devait y avoir un film sur Obi-Wan Kenobi, maintenant ça sortira en série, donc ça sera 6 épisodes d'une heure. Et quand je dis projet différent, c'est parce que Mandalorian est décrit comme un western spatial, alors évidemment ça peut ne pas paraître très différent de Star Wars, mais ça aura vraiment un look plus sombre, plus violent et globalement un message moralement moins bon. Donc, la série, elle est écrite par Jon Favreau, que vous connaissez sûrement en tant que Happy Hogan dans les films du MCU, ou en tant que réalisateur pour Elf et Cowboys et Envahisseurs. Dernièrement, il s'est focalisé sur le travail du numérique, avec des films approfondissant les techniques de mocap ou la capture 3D, comme Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion. Mais donc, pour revenir à la série, sa première saison comportera 8 épisodes qui seront diffusés entre le 12 novembre et le 27 décembre. Les réalisateurs des épisodes sont les suivants. Dave Filoni, qui est connu pour ses séries The Clone Wars et Rebels, donc vraiment l'univers Star Wars, un fin connaisseur et spécialiste, on va dire, en tout cas, grand admirateur de la culture mandalorienne, donc c'est important. Ensuite, nous avons Rick Famuyiwa, Deborah Chow, qui a d'ailleurs été annoncée la semaine dernière ou il y a 2 semaines comme la réalisatrice des épisodes sur la série Obi-Wan Kenobi. Ensuite, nous avons Bryce Dallas Howard, qui est la fille de Ron Howard qui a fait le film Solo, mais qui est également une actrice que vous avez sûrement vue dans Spider-Man 3 ou dans les films Jurassic World, dans Rocketman ou encore dans La couleur des sentiments. Et ensuite, nous avons comme dernier réalisateur Taika Waititi, donc le réalisateur de Thor Ragnarok ou Thor Love and Thunder, et il joue également dans la série Mandalorian IG-11. J'y reviendrai plus tard. Donc pour finir sur la présentation, la BO de la série est composée par Ludwig Göransson, donc le compositeur suédois connu pour Black Panther ou les films Creed, et également pour le prochain film de Christopher Nolan, à savoir Tenet. Donc la série se déroule 5 ans après les événements décrits dans Le Retour du Jedi, donc à savoir donc 20 ans avant le réveil de la Force, donc il n'y aura pas le Premier Ordre, mais il y aura bien des vestiges impériaux, car la Nouvelle République, mise en place par l'Alliance Rebelle, donc avec Mon Mothma, Leia Organa, l'Amiral Akbar, etc., eh ben, ils ne contrôlent pas encore bien tous les territoires et leurs lois ne sont pas encore arrivées jusque dans la bordure extérieure où se déroule la série. Bon, quant aux planètes précises où se déroule la série, pour ça on verra plus tard. Donc à ce moment-là, on arrive à un moment où on ne sait pas trop en fait ce qui est devenu le peuple mandalorien. Et de manière générale, si Mandalorian, vous savez pas trop ce que c'est, en fait, bah, Mandalore c'est un secteur, la capitale étant Mandalore, c'est une planète, et les Mandaloriens, bah, historiquement, c'est un peuple de guerriers. Et donc dans l'univers légende, leur histoire remonte très loin et comporte de très nombreuses guerres et péripéties. Mais dans le nouveau canon de Disney, en gros, les personnages les plus connus sont probablement Boba Fett et Jango Fett, qu'ils soient mandaloriens ou non, leur armure est bien mandalorienne, et ils sont connus pour ça. Donc le peuple mandalorien, eh ben, en fait, dans la série Clone Wars, on découvre qu'il est devenu pacifiste durant la guerre des clones, sous le règne de la duchesse Satine, mais avec comment dire, un groupe dissident qui s'appelle les Death Watch, dirigé par Pre Vizsla, se rebellent et ils prennent d'assaut la capitale Mandalore. Et donc bon, il y a plein d'épisodes Clone Wars là-dessus, mais pour faire vite, ils se sont associés à Maul et à son frère Savage Opress, et avec plusieurs guildes criminelles, ils ont formé une organisation qui s'appelle le Shadow Collective. Et Mandalore eut alors droit à une nouvelle guerre civile, et on verra certains de ces éléments, dont le duel Ahsoka-Maul, dans les prochains épisodes de Clone Wars à sortir dès février, ou si vous voulez être un peu en avance, vous pouvez le lire en lire quelques éléments, on va dire, dans le roman Ahsoka. Donc, avec la naissance de l'Empire, Mandalore fut maté par une arme développée par... Enfin, les guerriers mandaloriens furent matés par une arme développée par Sabine Wren, mais cette dernière a fui et a intégré le groupe rebelle dirigé par Hera Syndulla, qui est donc chef de l'équipe des personnages que l'on suit dans la série Star Wars Rebels, et qui deviendra général à l'époque de Rogue One. Donc pour revenir aux Mandaloriens, plusieurs groupes dissidents se sont formés face à l'Empire et aux Mandaloriens impériaux qui sont menés par Gar Saxon, tels que les protecteurs de Concord Town, qui sont eux menés par Fenn Rau. Il est important de retenir que sur Mandalore, la société est divisée de manière générale en clans.
Donc il y a des clans qui s'opposèrent durant la période impériale, comme les clans saxons, le clan saxon pardon, qui est pro-impérial, ou le clan Wren anti-impérial, qui est mené donc par Ursa Wren, à savoir la mère de Sabine Wren. Et chaque clan en fait fait partie de maisons, donc les maisons c'est des factions politiques mandaloriennes en gros. Et donc le clan Wren, c'est un des clans qui constitue la maison Vizsla. Et donc je rappelle que le leader de la maison Vizsla c'était le créateur du groupe dissident Death Watch durant la guerre des clones. Donc à la fin de la série, Rebels, Satine reste avec son frère Tristan et sa mère Ursa et tout son clan pour combattre l'Empire sur Mandalore et en gros les virer du secteur, en s'étant entre-temps allié au protecteur de Concord Down, qui est pourtant à l'origine une faction opposée aux Vizsla, puisque bon en gros ils sont ennemis des Death Watch qui combattaient pour l'indépendance guerrière de leur peuple durant la guerre des clones, alors que les protecteurs ont notamment aidé à la formation de l'armée clone. Donc, entre-temps, dans certains épisodes précédents, Sabine avait récupéré le sabre noir, qui était l'arme de Previsla, le leader des Death Watch, pardon, et une arme forgée par le seul Mandalorien qui fut Jedi des siècles plus tôt. Et donc Sabine donne ce sabre noir à Bo-Katan, qui était la sœur de la duchesse Satine, et aussi commandant en second des Death Watch. Donc cette révolution anti-impériale prend une toute autre ampleur avec l'arrivée d'un symbole en fait, mais Sabine reste avec l'équipe du Ghost pour libérer Lothal. Et Lothal, c'est la planète natale d'Ezra Bridger. Et Ezra Bridger étant le personnage principal de la série Rebels, on suit principalement Ezra Bridger. Donc ensuite, il y a une grande ellipse. Et le prologue de la série Rebels, en fait, se situe après la bataille d'Endor, donc dans le retour du Jedi, pardon. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce qui est devenu le peuple mandalorien à ce moment-là. Mais il est possible qu'ils n'aient pas gagné la bataille contre l'Empire, ou du moins qu'ils aient eu beaucoup de pertes, ou qu'ils aient eu à vivre dans de terribles conditions, puisque dans ce second trailer, le personnage joué par Werner Herzog prononce cette phrase. It is a shame that your people suffered. Donc, qui a souffert? Son peuple mandalorien? Tout à fait possible. Ou alors, est-ce qu'il parle des chasseurs de primes de manière générale? Puisque la tagline du premier trailer était quand même Bounty hunting is a complicated profession. Donc c'est tout à fait possible, et ça, ça reste à voir, hein, j'ai pas la réponse. Donc voilà un peu pour la situation au départ de cette série, donc pour le contexte on va dire. Voyons maintenant ce qu'il en est des trailers. Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? En fait, ce premier plan, il est excellent, particulièrement en tant que premier plan, puisqu'il indique directement le ton de la série. Ensuite, on voit un nouveau vaisseau, c'est le vaisseau du Mandalorien qui s'appelle The Razor Crest, et c'est un design qui fait très chasseur de primes, qui correspond très bien, un peu comme le Slave One ou le D5 Mantis par exemple. Les couleurs du trailer sont dans les gris, et ils montrent bien justement que le personnage évolue dans les zones grises criminelles de la galaxie, disons. Donc on a ensuite le premier plan sur le personnage qui est joué par Carl Weathers, que vous connaissez sûrement en tant qu'Apollo Creed dans les films Rocky, ou comme le Major Dion dans le film Predator. Donc dans la série, il joue Griff Karga, c'est le leader d'une guilde de chasseurs de primes,
qui emploie notamment notre personnage du Mandalorien, qui lui est interprété par Pedro Pascal, que vous connaissez sûrement en tant que Oberyn Martell dans Game of Thrones, ou Javier Peña dans Narcos. Et côté grand écran, vous l'avez sûrement déjà vu dans Kingsman Le Cercle d'Or, Equalizer 2, ou encore récemment dans Triple Frontière. Nous avons ensuite de très très bons visuels qui sont dignes d'un film à gros budget, hein. Et nous avons après un plan sur les personnages qui sont joués par Gina Carano et Nick Nolte. Vous avez peut-être déjà vu Gina Carano dans Fast and Furious 6 ou Deadpool. En fait, c'est une ancienne combattante de MMA professionnelle. Et son personnage dans la série lui correspond bien, puisqu'elle joue Cara Dune, qui est une ancienne shock trooper rebelle. Donc en gros, un soldat lourd, et dit probablement d'ailleurs de l'Alliance Rebelle, puisqu'on vu qu'on ne connaît pas son unité, on va dire que c'est de l'Alliance Rebelle de manière générale, qui est ensuite devenu mercenaire. Donc spécialiste du combat, on va dire ça. Quant à Nick Nolte, le gars, il n'a pas besoin de présentation, hein, il a joué dans tellement de films, vous l'avez sûrement déjà vu, et je suppose qu'il joue cette Ugnaught, c'est le nom de cette espèce alien, puisque le visage lui ressemble quand même énormément, même si son personnage n'a pas encore été annoncé officiellement, mais on peut quand même supposer que c'est lui, hein, la modélisation du visage est assez claire. Ensuite, on continue la présentation des personnages avec une chasseuse de primes Twi'lek, qui est jouée par Natalia Tena, donc l'actrice de l'aurore, Nymphodora Tonks dans Harry Potter, et de la sauvageonne Osha dans Game of Thrones. Nous avons le personnage joué par Giancarlo Esposito, l'acteur de Gus dans Breaking Bad, qui joue donc ici le Moff Gideon, un ancien gouverneur qui joue les seigneurs de guerre en gros, avec ses Stormtroopers et son escouade de Death Troopers, depuis la destruction de la seconde étoile de la mort. Et ensuite on a un plan sur un droïde IG, donc c'est le même modèle que IG-88, le chasseur de primes droïde visible dans l'Empire contre-attaque, mais ici c'est IG-11, qui est doublé, au niveau de la voix, par Taika Waititi. Je m'arrête juste 2 secondes sur ce plan, où l'on voit le Mandalorien arrêter un Quarren qui s'enfuit, en le découpant par la porte de la cantina. Parce que voilà, je trouve ce plan vraiment super, il montre les talents de chasseur de primes, et il confirme le ton très différent des films de la saga principale. On n'est vraiment pas dans quelque chose d'enfantin là par exemple. De plus, c'est un Quarren, donc la seconde espèce qui vit sur la planète Mon Calamari. En général, on voit tout simplement les Mon Cala, comme l'amiral Akbar par exemple. Et ça fait du bien de voir une variété d'aliens, puisque les trailers de la série Mandalorian montrent vraiment de nombreuses espèces, ce que les films n'incluent pas souvent. Et pour finir les présentations, nous avons un plan sur le personnage faisant la voix off, donc le personnage joué par Werner Herzog, mais qui n'a pas encore officiellement de nom. Et donc d'après ce qu'on peut voir dans les trailers et les scènes qui ont été diffusées à Chicago lors de la célébration Star Wars de 2019, il s'agit en fait d'un ex-impérial, on peut le voir à son insigne ici, qui est également protégé par des Stormtroopers, en gros dans ce monde où chacun fait un peu sa loi, hein. Passons maintenant au second trailer. Is the world more peaceful since the revolution? It is a shame that your people suffered. But bounty hunting is a complicated profession. They said you were coming. They said you were the best in the parsec. Would you agree? Mandalorian, look outside. They are waiting for you. Yeah? Good.
Donc il réutilise plusieurs plans du premier et confirme les très beaux visuels, donc je ne vais pas décrire tous les plans comme je l'ai déjà dit. Donc on voit ici deux blurgs, donc c'est une espèce qui est utilisée comme monture. On avait pu les découvrir sur Rylot dans la première saison de Clone Wars, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur Rylot ici, puisque c'est une espèce qui vit sur de nombreuses planètes. Et on voit le Mandalorian ensuite se battre contre deux Trandoshan, ce qui est quand même significatif de sa technique, puisque les Trandos sont des très bons chasseurs en fait. Ils s'amusent notamment à capturer leurs proies vivantes et à les chasser ensuite en safari, comme une compétition. Et ils peuvent également se battre contre des Wookiees, donc c'est quand même assez costaud. Donc le fait qu'il les neutralise montre quand même ses talents. De plus, d'après l'armure du Mandalorian, on peut en déduire que ce combat est relativement au début de la série, et j'y reviendrai. On a ensuite une scène impliquant les caissons de carbonite qui renferment les proies capturées par le Mandalorian. Puis on le voit rentrer dans une cantina où, comme dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, on peut y voir de nombreux criminels qui d'ailleurs notent tous l'arrivée du Mandalorian, étant donné que l'armure mandalorienne est un symbole de crainte et de respect dans la galaxie. Et d'ailleurs, concernant son armure, on voit qu'il a des parties bien plus brillantes dans certaines scènes que dans d'autres. Donc on peut supposer qu'il a upgradé son armure au fil des épisodes. Et oui, donc ici, ces Stormtroopers impériaux sont ceux du personnage de Werner Herzog. Et ce plan, c'est pour moi le plan le plus intéressant du second trailer. Déjà, on y voit une canonnière droïde de l'armée séparatiste, qui date donc de la guerre des clones. Sauf si, bon, elle a probablement été modifiée, mais elle est quand même assez vieille. Le modèle est assez vieux, on va dire. Et avec également des super droïdes de combat qui sont modifiés, ce qui pose de nombreuses questions sur qui les utilise à ce moment-là. Est-ce que ce seraient des chasseurs de primes qui utiliseraient on va dire une escouade droïde comme assistant, enfin assistant, comme aide au combat, on va dire. Ça serait assez sympa et assez stylé d'ailleurs. Ou alors est-ce que, par exemple, cet enfant ne serait pas le Mandalorien? Par exemple, le Mandalorien donc jeune, dans un flashback par exemple, ayant été poussé à fuir par la guerre et à vivre du coup un peu comme il pouvait en dehors des lois et donc en devenant chasseur de primes. Dans ce cas, il se pourrait même qu'il soit pas lui-même Mandalorien. Et il est par exemple volé l'armure, et c'est pour ça que son armure est faite de plusieurs parties différentes, et qu'après on voit une armure complète, et donc au fur et à mesure il arrive à constituer une armure complète. Bref, ce plan est très intéressant. On voit ensuite le Mandalorien et Cara sympathiser pour ce qui s'annonce comme une belle et redoutable collaboration. Puis un plan sur le Moff Gideon et ses Death Troopers qui attendent la sortie du Mandalorien, et lorsqu'il sort, on voit une armure brillante, qui repousse d'ailleurs un laser, donc cet affrontement vient sûrement après les autres du trailer. Et cette amélioration de l'armure se voit également avec le jetpack dans ce plan, où il s'accroche au TIE du Moff Gideon. Alors d'ailleurs, est-ce que il est vraiment Moff, ou se fait-il juste appeler Moff pour renforcer son autorité, puisque bon, Moff c'est un grade très, très élevé dans les gouverneurs. Puisque bon, les Moffs, en général, ils ont un pilote pour leur navette, par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'ils pilotent un chasseur TIE, là? Bon, bien sûr, il a pu être dans l'armée avant, et il était pilote, et il a juste gravi les échelons. C'est tout à fait possible, mais c'est intéressant. Et donc pour revenir sur le jetpack, c'est également un symbole de l'armure mandalorienne. Et donc, à mon avis, on arrive à la fin du coup de cette... peut-être pas à la fin de la série, mais de l'amélioration de l'armure. Donc c'est pas dans le premier épisode, je pense. Et donc pour finir, toute la voix off en fait est prononcée par Werner Herzog, et on finit sur une très courte phrase du Mandalorien, et ce plan, où l'on voit une femme lui retirer son casque, ce qui pose donc la question de savoir si on verra ou non le visage de Pedro Pascal. Alors perso je dirais oui, tout simplement parce que c'est Pedro Pascal, donc pourquoi il a été casté, pourquoi on a casté Pedro Pascal si c'est pour lui mettre un casque tout le temps? Et ensuite, ça paraît logique puisqu'il est quand même le personnage principal. Donc à mon avis, on verra son visage. Même si d'habitude, c'est vrai, on ne voit pas le visage de Boba Fett dans les films, mais bon. Mais je pense qu'on le verra peut-être pas dans les premiers épisodes. À mon avis, on le verra plus tard dans la saison. Et on le verra encore plus, à mon avis, dans la saison 2. Puisque oui, la saison 2, cette série a déjà une saison 2. Il y a déjà eu le feu vert pour la saison 2. Et la saison 2 est actuellement en tournage. Sur ce, j'espère que cette vidéo explicative vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.